Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur pour cet épisode un peu spécial enregistré depuis le trail le plus populaire de France, la Saint-Élion. 10 000 coureurs et coureuses ont pris le départ depuis Saint-Étienne pour rejoindre Lyon à travers les crêtes du Mont Lyonnais. Et justement, il y en a un qui a fini devant tout le monde, c'est Thomas Cardin que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Salut Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que ça va ? Est-ce que tu n'es pas trop fatigué ? Parce que j'ai l'impression que voilà, là tu as l'air d'être plutôt en forme. On a tous passé une nuit blanche donc et avec l'âge pour Ludo tu ne répéteras pas. C'est pas sympa, Allez, ça tire à balles réelles, là ça commence déjà. Bam, bam, bam. Non, mais il se vexera pas, il est conscient des choses et puis il vit la nuit Ludo. Hein, ça, voilà, et il a l'habitude, il fait un métier compliqué quand même. Ouais. Il en passe des nuits blanches. C'est clair, non mais les gens ne se rendent pas compte, mais c'est extrêmement fatigant. Alors Thomas, je suis ravi vraiment de t'accueillir dans le podcast parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de te recevoir et malheureusement l'occasion ne s'était pas encore présentée. Et voilà, c'est chose faite. Pour te présenter à nos auditeurs et auditrices, parce que on en discutait un petit peu avant. Tu es quelqu'un qui est extrêmement respecté, que ce soit dans le monde de l'athlétisme, dans le monde du trail, dans le monde même de l'ultra-distance, mais tu n'es pas forcément la personne la plus connue du grand public. Moi, je dis souvent que c'est, pour nos auditeurs, c'est le trailer préféré de ton trailer préféré. Voilà, c'est un peu la formule que j'ai trouvée. C'est vrai aussi que tu ne participes pas forcément aux courses les plus médiatiques. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle tu es peut-être un petit peu moins visible. Et pourtant, ton palmarès est époustouflant. Tu es champion d'Europe cet été. Depuis, tu es quasiment invaincu sur toutes les courses que tu as participé. Tu as gagné les Templiers. Là, tu remportes pour la deuxième année consécutive cette Saint-Élion. Tu es un profil aussi très atypique. Comment est-ce que tu te définirais justement dans ce paysage du trail running ? Parce que tu es assez singulier comme garçon. Je me définirais comme quelqu'un qui est passionné de course à pied dans la nature surtout, et aussi d'effort et donc d'entraînement. Et c'est peut-être aussi pour ça, moi j'aime pas trop non plus communiquer, je suis pas un grand communicant, j'aime pas trop parler de moi, véhiculer mon image, tout ça. Ce que j'aime vraiment, c'est courir et m'entraîner. Et du coup, aujourd'hui, les gens les plus connus, c'est pas forcément ceux qui s'entraînent le plus ou ceux qui sont. C'est aussi ceux qui aiment bien parler d'eux. Et moi, c'est pas quelque chose que je fais avec grand plaisir. Pourquoi c'est pas quelque chose que tu fais ? Est-ce que c'est par timidité ou c'est plutôt parce que tu veux rester concentré sur l'essentiel qui est courir ? Ni pour l'un ni pour l'autre. C'est juste que voilà, ce que j'aime, c'est faire du sport. C'est pas. Et puis aussi, ça prend énormément de temps de parler de soi. Et puis quand je regarde ma vie, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à dire. C'est un peu terne, j'ai l'impression de vivre la vie de monsieur tout le monde, mais à la fois c'est... Voilà, j'ai pas de... Je me dis, mais qui va s'intéresser à ce que je fais ? Je fais comme mes copains qui font pas de sport et je vis la même vie qu'eux, sauf que au lieu d'aller bosser dans un bureau, je vais bosser et je vais courir, quoi. Alors, je peux te garantir que tu n'as pas la même vie que monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, j'ai un peu enquêté pour préparer cette émission et je me suis rendu compte, en consultant ta fiche FFA, que tu étais né à Paris, dans le 10e arrondissement. Alors, en plus, moi, c'est un arrondissement que je connais bien. Alors, t'es parisien, Thomas ? Et oui, dans ce cas-là, je suis parisien comme un bon paquet de personnes qui sont nées à Paris. Mais en fait, mes parents habitaient à Paris pendant... Voilà, et j'y suis né. Et j'ai déménagé très rapidement à Grenoble vers mes 3 ans et moi je me sens encore grenoblois bien que n'y habitant plus, où j'habite maintenant à Chambéry à 60 km, c'est extrêmement loin. T'es pas resté dans le coin quand même. Non voilà, je me sens encore vraiment, je suis un alpin, j'aime ces Alpes qui m'entourent et j'ai besoin de sentir ces montagnes autour de moi pour être bien dans ma peau. Alors, petite particularité, c'est que tu es arrivé finalement sur la course à pied assez sur le tard, je crois vers tes 19 ans. Et avant ça, tu pratiquais la natation. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport qui est le running ? En fait, j'ai toujours plus ou moins couru avec mes parents qui étaient assez sportifs. Et voilà, j'accompagnais mon père très régulièrement et, sur ses footings du dimanche. Et puis après aussi à l'école, on a la chance souvent de faire de l'athlé à l'école. Voilà, j'étais très fort en cross lors des crosses du collège, etc. J'aimais courir, j'ai toujours aimé courir. Mais bon, je faisais de la natation, je m'y suis tenu jusqu'à mes 17 ans. Après, j'ai été étudiant, j'ai pas fait de sport.
À part du lever de coude peut-être, mais c'était pas vraiment un sport. Ah, c'est-à-dire, tu as une vie étudiante un peu mouvementée? Non, pas très mouvementée, mais voilà, j'ai beaucoup bossé pour les études. Et puis j'étais à Paris à ce moment-là. Et voilà, c'est pas forcément évident quand tu sors de ton petit cocon, de retrouver des habitudes sportives. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai pas fait trop de sport. Et puis je suis revenu à un sport qui m'attirait depuis très longtemps et qui était la course à pied. Et puis je suis tombé, complètement accro à cette discipline de la course à pied. Et puis très rapidement est venu le deuxième virus, celui de la compétition, que je connaissais déjà en natation et qui est devenu aussi un moteur dans ma pratique. C'est vrai que c'est assez rare d'entendre des trailers qui sont à l'aise avec le mot compétition, parce que parfois c'est presque une insulte des fois, j'ai l'impression, dans le trail, la compétition, alors qu'il ne faut pas confondre la compétition et la conquête. Effectivement, la conquête, c'est finalement ruser, c'est ce qu'on disait, voilà, c'est la Cyrano de Bergerac, c'est grimper par ruse et non pas par force. Mais la compétition, c'est autre chose, c'est aussi savoir qu'on a besoin des autres pour se dépasser, c'est aussi beaucoup de respect en vrai de son adversaire, et voilà. Mais c'est vrai que la nuance, elle n'est pas forcément évidente sur trail. Toi, tu es à l'aise avec ce goût de la compétition et de pas forcément être centré que sur soi-même, mais aussi savoir qu'on a besoin des autres pour se dépasser. Oui, après moi je vois la compétition, enfin j'aime les compétitions, mais j'aime pas particulièrement gagner. Enfin j'aime bien gagner, mais je fais pas des compétitions pour gagner. Je fais des compétitions pour d'autres choses. Je fais des compétitions d'abord parce que c'est des points importants de la saison. C'est-à-dire que sans compétition, pourquoi on se préparerait? Pourquoi on souffrirait autant à l'entraînement? Pourquoi on irait courir tous les jours? Il n'y aurait pas d'intérêt pour rien ensuite. Donc il faut bien avoir un objectif. C'est les compètes, et puis aussi parce que l'atmosphère d'une compétition te permet de te dépasser et de faire des choses qui sont impossibles à faire quand tu es tout seul chez toi. C'est un peu pour ces deux raisons-là que je fais de la compétition. Mais voilà, gagner, c'est plus un bonus, la cerise sur le gâteau. De toute façon, ceux qui font de la compétition pour battre les autres, généralement, ils ne durent pas très longtemps, parce que c'est une carrière, c'est faite de haut et de bas. Non, on aime la compétition, c'est avant tout pour se tester, se mesurer, savoir où est-ce qu'un petit peu où on se situe, et puis voilà, essayer d'être aussi au niveau et faire honneur aussi à ses adversaires qui s'entraînent dur aussi, et pour qui on doit essayer de montrer que nous aussi on sait faire ce qu'il faut pour être bon. Ouais, c'est ça, tu vois, je discutais là lors du podium avec Ben Diman qui a fait 2e aujourd'hui. Enfin, j'ai du mal avec. Ouais, on est aujourd'hui, demain, on n'a pas dormi, donc soyez indulgents. Avec Ben. Et le trail, c'est quand même un beau sport parce que dans une course, tu peux avoir des forts liens qui se créent parce que tu cours ensemble contre la même nature. Et le plus dur, c'est de triompher de cette nature et grâce à ton physique, et ton physique te pose problème en permanence. Pardon. Et puis à un moment, tu rentres en compétition l'un contre l'autre et tu deviens ennemi d'un jour. Et après, tu te retrouves à la ligne d'arrivée et tu retombes dans les bras l'un de l'autre et retrouves tout sourire, et c'est comme si c'était rien passé pendant la nuit. Tout s'efface en fait. Ouais, dès qu'on franchit la ligne d'arrivée. On t'a vu justement avec Ben, tu l'as attendu, vous vous êtes pris dans les bras, et c'est vrai que ces images, elles sont très très belles. Oui, c'est la beauté de ce sport qui, je pense, vient du fait que on peut pas toujours gagner. C'est pas toujours le plus fort qui gagne, et même le plus fort, il a pas mal d'échecs et qui sont dans sa carrière, et du coup voilà, c'est une forme d'humilité aussi, je pense, que du sport, de se dire on n'est pas toujours le plus fort, et on partage les joies et les peines des autres. Même quand on gagne, on n'est pas forcément le plus fort, on est juste le plus fort au jour J, à l'instant T, mais c'est toujours très très relatif, quoi. C'est aussi une des difficultés qu'a le trail pour se représenter pour faire du sport de haut niveau en trail. C'est-à-dire que c'est difficile de juger une performance, puisque si on recourait à la Saint-Élion demain soir avec les mêmes protagonistes, le classement à l'arrivée serait pas identique. Peut-être ça serait c'est clair. Peut-être que j'aurais gagné aussi, mais avec combien d'avance, quel fait de course, etc. La nature change, chaque journée est différente, chacun a un jour de forme différent aussi, donc voilà, c'est aussi la beauté de ce sport. Et puis dans le trail, et surtout le trail long, vous poussez tellement vos organismes au maximum que finalement le moindre grain de sable dans la chaussure, ça a des conséquences terribles, et c'est ça qui est très très dur avec ce sport. Oui, et pas seulement l'aspect physique, l'aspect psychologique est hyper important aussi. Voilà, je ne saurais pas dire dans une performance de combien de pourcentage ça relève le psychologique, mais pour moi c'est vraiment énorme.
c'est pas forcément le plus fort qui gagne, c'est le plus fort aussi dans sa tête, celui qui en a le plus envie. Et faut pas oublier ça. Bien sûr. Alors, tu incarnes aussi cette nouvelle génération de trailers. Tu es quelqu'un d'extrêmement polyvalent. Tu es quelqu'un qui... T'as quasiment pas de défaut, quoi. T'es rapide, t'es puissant, t'es efficace, t'es technique, t'es bon gestionnaire, t'es extrêmement complet. Et du coup, moi, ça m'intéresse de savoir un peu ta vision de l'entraînement. Comment est-ce que tu arrives à travailler toutes ces qualités ? Parce que voilà, aujourd'hui, on l'a vu, ta pointe de vitesse, elle est spectaculaire. Tu arrives à maintenir justement, et moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu arrives à conserver cette qualité musculaire. On sait que sur marathon, déjà, c'est compliqué après 40 km, même quand on est très très bien entraîné. Et vous arrivez comme ça à garder des qualités qui sont complètement dingues. Là, on voit en plus à la vitesse où c'est parti. Vous êtes parti carrément comme sur un cross, quoi, hein. Moi, je tiens à le souligner. Comment est-ce que tu arrives justement, parce que moi, c'est encore une énigme, à développer autant de qualités, surtout sans t'épuiser, parce que c'est ça l'enjeu aussi. Donc c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'il est propre à chacun. Il y a des recettes qui fonctionnent pour tout le monde, mais voilà, avec mon coach qui me suit depuis presque 7 ans, qui m'a vu grandir dans ce sport et qui est un ami en qui j'ai une immense confiance, on a compris des choses qui fonctionnaient pour moi. Et notamment, ce qui fonctionne bien, c'est de ne pas faire des cycles d'entraînement trop longs, d'être extrêmement frais les jours de course. C'est des choses... je m'entraîne peu par rapport à je fais peu de kilomètres, peu d'heures. Combien d'heures à peu près avec kilomètres et dénivelé en mensuel ou hebdomadaire à peu près ? Hebdomadaire, c'est entre 10 et 15 heures par semaine à pied. Voilà, je fais pas de renforcement musculaire, je fais pas trop de vélo à côté, pas trop d'autres sports. Je me concentre sur la course à pied. Je fais beaucoup de qualité dans mes entraînements, 3 séances par semaine de qualité. Et qu'est-ce que tu appelles séances de qualité ? Avec des intensités, des séances exigeantes, pas très longues, mais exigeantes. Voilà, ça peut être une VMA ou... Plutôt des séances au seuil, tu vas travailler ou... On travaille pas trop au seuil. On travaille vraiment plutôt de façon vraiment... VMA, vraiment à haute intensité. À haute intensité, VMA courte, VMA longue. Ouais. Sur piste ou tu fais ça dehors avec un peu de dénive ? Tout dépend, mais souvent en été, je garde une séance à plat, que je fais souvent sur la route, sur une piste cyclable, et puis 2 séances en côte. Et puis l'hiver, c'est un peu différent. Je garde une séance de côte et je fais plutôt 2 séances à plat pour préparer les cross-country. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien avec moi. On a compris ça. On a fait des erreurs. On a mis du temps à arriver à cet équilibre. Mais aujourd'hui, la recette, elle fonctionne. Et on fait juste qu'appliquer ce qui fonctionne. Et ça fait maintenant... Et puis après, moi, je progresse tout doucement. Donc c'est très agréable de voir cette progression régulière d'année en année. Tu parles d'erreurs que vous avez fait avec votre entraîneur. Comment tu analyserais tout ça ? Est-ce que c'est parce que vous avez voulu faire peut-être trop de volume, faire trop de compétition ? Justement, si tu reviens un peu avec le recul sur les erreurs que tu as commises, ce seraient lesquelles ? Le coach, il s'est pas trompé. C'est moi qui me suis trompé. T'étais gourmand pour... Dans la façon de faire et puis dans la façon de courir aussi en compétition, c'était des erreurs de jeunesse. En fait, le trail, c'est aussi un sport d'expérience, c'est-à-dire que parfois, tu as un jeune extrêmement talentueux qui débarque et qui claque une énorme perf. C'est extrêmement dur à reproduire parce qu'il faut beaucoup d'expérience, vraiment très bien se connaître pour arriver à perdurer dans le temps. Et donc là aussi, ça nécessite une certaine intelligence de voir ce qui a fonctionné et d'essayer de reproduire, et de voir ce qui a raté et d'essayer de changer. Et voilà, donc j'ai la chance d'être très bien accompagné aussi par pas mal d'amis, par ma famille, tout ça, et d'avoir du coup du recul sur mes performances. Et aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un point d'équilibre où, tout en progressant, je fais moins en moins d'erreurs, et du coup, ça réussit. C'est intéressant aussi de voir comment tu construis tes saisons. Là, on t'a vu sur les championnats d'Europe où tu triomphes, tu décroches le titre. Ensuite, tu pars sur les Templiers, que tu gagnes aussi, et la Saint-Élion. Mais finalement, l'impression que j'ai eue, c'est que tu t'es pas dispersé sur autre chose. Tu es resté quand même très concentré sur des objectifs. C'est un peu la tendance en ce moment de multiplier les challenges, les épreuves, les compétitions, parce que c'est aussi souvent intégré dans les entraînements. Toi, tu as quand même une vision qui est beaucoup plus qualitative dans le choix et restrictive dans le choix de tes objectifs. Oui, je préfère faire peu de courses dans l'année et de les réussir plutôt qu'en faire plein et en rater la moitié.
C'est peut-être ma façon de faire qui est pas partagée par tout le monde. De un, parce que ça entretient un vrai envie de courir en course. C'est-à-dire que hier soir, j'avais extrêmement envie de courir parce que ça faisait, depuis les Templiers, c'était pas si loin, mais ça faisait quand même 6 semaines que j'avais pas remis un dossard. J'étais complètement hyper excité, puis j'avais déchargé, donc j'avais besoin de courir et tout. Et puis ça permet aussi de faire d'autres choses dans la vie. C'est important. Faut pas se borner à faire que de la course à pied, parler que course à pied, manger course à pied, boire course à pied, courir course à pied, tout. J'ai la chance de faire plein d'autres choses à côté, et ça aussi, ça permet de construire plus qu'un athlète, une personne entière. Et même si j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire, et du coup, dans les périodes plus difficiles au niveau sportif, on trouve un équilibre en se rabattant sur d'autres choses qu'on fait. Et ça, c'est important pour moi, très important. C'est vrai que, alors, je sais pas si c'est encore le cas, mais tu étais professeur des écoles, puis après tu es passé à mi-temps. Je sais pas si tu as conservé encore ce rythme-là, ou aujourd'hui tu es à 100% sur le sport. Non, je fais encore un mi-temps de professeur des écoles, donc je pense que je vais continuer encore. En fait, tant que j'ai pas besoin de faire d'ultra trail, tant que j'ai pas besoin de préparer un ultra trail, je pense que c'est un équilibre qui me convient. L'ultra, ça demande quand même des heures en plus, et pour trouver des heures, faut se dégager du temps. Mais actuellement, avec 10 à 15 heures de sport par semaine, il faut compter le temps de récup, etc. C'est ça aussi, c'est les passages, c'est les siestes, c'est ça aussi. C'est pas forcément les coureurs vont pas forcément plus s'entraîner, mais par contre ils vont mieux optimiser tout ce qui est kiné, récup, sieste, et ça c'est vrai que c'est quand même aussi un plus. C'est le choix que j'ai fait en passant à mi-temps il y a 4 ans maintenant. Et quand je suis passé à mi-temps, on n'a pas augmenté la quantité d'entraînement en termes d'heures. En revanche, le fait de pouvoir dormir après, entre 2 séances le lundi, le fait de pouvoir prendre un temps pour se poser 2 heures dans le canapé à bouquiner, c'est hyper important pour que le corps retrouve de la force et puis puisse s'adapter, quoi. Donc c'est souvent un des péchés de ceux qui continuent à bosser beaucoup et qui s'entraînent énormément, c'est qu'à un moment le corps il en peut plus, on arrive à un point de rupture, et quand on est passionné on a du mal à voir ce point de rupture. On peut pas, il faut choisir ses combats, parce que malheureusement quand on veut être bon dans un domaine, il faut aussi pouvoir être assez exclusif dans ce domaine-là, et s'il y a la vie de famille, il y a le travail à côté, forcément à un moment donné ça peut coincer, quoi. Oui, mais tu vois, là aussi c'est la vision que mon coach m'a inculquée, et je la partage à 100%. Il considère qu'un athlète c'est une personne qui est sur plusieurs tableaux. C'est pas seulement le niveau sportif, il y a aussi le niveau professionnel et aussi le niveau familial qui compte, et que si tu as un déséquilibre dans un de ces 3 tableaux, ça va forcément nuire au sportif global. Et donc il est très très insistant là-dessus, et c'est pourquoi parfois on prend des décisions qui peuvent paraître peu logique, mais par exemple ça m'est déjà arrivé de sauter des séances parce que j'étais en week-end familial, et du coup de reporter, parce que Philippe il sait que c'est tellement important pour moi que je l'aurais fait dans des mauvaises conditions, donc l'intérêt de la séance elle n'aura pas porté ses fruits, et donc on préfère décaler de 2 jours pour que la séance soit faite dans des bonnes conditions, et tout ça c'est hyper important pour nous d'avoir une personne bien dans sa peau sur les différents tableaux qui c'est ce qu'on dit souvent, c'est le triptyque. Alors quand je disais qu'il faut être exclusif, c'est que c'est compliqué par exemple vouloir être très investi, avoir beaucoup d'attentes dans son travail et avoir aussi beaucoup d'attentes dans le sport. C'était plus sur ça, mais moi je crois beaucoup en cette notion, ce qu'on appelle le triptyque, c'est-à-dire souvent le travail, l'hobby. Alors toi c'est le sport, mais même pour nos auditeurs ça peut être simplement un hobby, une passion, d'aller faire du vélo avec ses copains, c'est les échecs, les échecs, la peinture, peu importe, l'art, la musique et la côté familial, parce que finalement un athlète qui ne va mettre que l'athlète ou quelqu'un qui travaille et qui va passer une mauvaise journée de travail, il va rentrer chez lui, il va voir du noir, alors que quelqu'un qui a sa famille et qui a son sport, il a juste passé une mauvaise journée de travail. Un athlète, il a juste fait une mauvaise course, ça s'arrête là et il repart avant. Alors c'est vrai, quand on est très exclusif, on va peut-être gagner 5%, mais sur le court terme. Et alors que on gagnera peut-être que 2,5%, mais on va le gagner sur le long terme. Donc in fine, vous allez gagner 15%. Donc évidemment, c'est juste être un peu plus patient. Mais moi, je crois énormément effectivement à cette philosophie-là. Alors tu parlais tout à l'heure de l'importance du mental. C'est quelque chose qui résonne beaucoup.
Qu'est-ce qui t'inspire, toi? Qu'est-ce qui te motive? Quelles sont les figures? Alors, je sais que c'est une question un peu bateau des journalistes, mais où est-ce que tu vas puiser un peu ton inspiration? Est-ce qu'il y a un livre, un philosophe, un sportif, n'importe qui? Est-ce qu'il y a des gens comme ça où vraiment tu te dis ouais, cette personne, ce garçon, cette fille, c'est quand même une forme de modèle? Ouais, c'est compliqué parce que au niveau sportif, j'ai jamais personne qui m'a marqué. Les personnes qui m'ont marqué au niveau sportif, c'est des gens qui m'ont appris le goût de l'effort. Mes coachs de natation, par exemple, vraiment, c'était des personnes qui m'ont bien marqué. Puis après, certaines personnes qui m'ont que j'ai trouvé très intéressantes quand j'ai commencé le trail, qui aujourd'hui sont des amis, des sportifs de niveau, Nicolas Martin, Julien Rancon, des gens que j'ai appris à connaître et qui m'ont donné beaucoup de bons conseils. Ça, c'est au niveau sportif. Après, moi, j'ai beaucoup de respect pour d'autres personnes qui, dans leur vie, sans faire de sport, sont à 100% à ce qu'ils font. Mon épouse, par exemple, qui est médecin, elle travaille en service d'urgence, elle fait des journées de 12, de 24 heures. J'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer ça, moi, dans ma part. Ça m'impressionne, ça me marque. Je me dis, en fait, je fais un truc facile. Un de mes meilleurs amis qui est agriculteur, pareil, il est levé tous les matins à 5 heures et il se couche hyper tard le soir. Il passe la vie à faire des travaux manuels durs, laborieux. Ces personnes-là, elles ne se posent pas la question de savoir s'ils vont aller courir parce qu'il pleut ou s'il fait froid. Machin. Nous, on fait le truc facile, quoi. On fait notre passion, c'est confortable. Et c'est plus ce genre de personnes-là qui m'inspirent plutôt que des sportifs. C'est des personnes qui sont très investies dans leur vie professionnelle et très investies pour les autres. C'est marrant parce que j'avais cette conversation récemment, mais il y a cette notion presque de sacrifice, mais sacrifice dans le sens noble du terme. C'est-à-dire mettre son œuvre, son action au service des autres aussi. Et c'est vrai qu'il y a tellement eu de dérives où on a vu des gens en burn-out et ce genre de choses, mais cette notion aussi de sacrifice, elle a quelque chose d'assez noble. Moi, je suis d'accord, ou même certains, tu vois, j'avais échangé avec des meilleurs ouvriers de France, des gens qui vont vraiment essayer de mettre leur vie finalement au service des autres en fait, pour créer quelque chose de beau. Un peu, c'est japonais, dans la culture japonaise, cette notion un peu de sacrifice, elle est très, très valorisée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est très, très décriée parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de burn-out chez les médecins, chez les vétérinaires, chez toutes ces professions-là. Mais finalement, je pense qu'une société elle a besoin de ces gens-là. Oui. Il y a besoin de ça parce que si aujourd'hui les pédiatres, les médecins, les pompiers se mettent à faire 9h-17h, malheureusement ça fonctionnera pas. Et donc c'est cruel, mais il y a, je pense que foncièrement des gens qui sont programmés pour accepter ça en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose de noble. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas, mais c'est ça me touche ce que tu dis, le sacrifice plus le service, pour moi le mot service qui est important, et c'est aussi pour cette raison que je continue à avoir une activité professionnelle de professeur des écoles, parce que c'est vrai que même si tu fais rêver les gens en faisant du sport, c'est quand même une activité qui est très égocentrée, centrée sur toi, et personnellement ça ne me permettrait pas de me sentir bien dans ma peau de faire que du sport pour moi. J'ai besoin aussi de me sentir utile dans ma vie, de rendre service sans que ça soit un sacrifice non plus. Et du coup, ce métier de professeur des écoles, il permet de faire ça. Il permet de se rendre utile auprès des autres et d'avoir un vrai impact dans la société, etc. Beaucoup plus que courir, quoi. Oui, bien sûr. Mais justement, ça me fait rebondir parce que alors, je crois que tu es des élèves de CE2, CM2. Oui. Comment est-ce qu'ils te perçoivent? Ils doivent te prendre pour... Est-ce qu'ils se rendent compte déjà de la dimension sportive, que tu es athlète de haut niveau, que tu gagnes des courses? Parce que j'imagine que ça doit être assez spectaculaire pour eux. Ou alors maintenant c'est que les Pokémon? Non, en fait j'ai fait beaucoup de maternelle jusqu'à présent, ça faisait très nombreuses années que j'étais en maternelle, et là cette année je fais du CE2, CM1. Et du coup j'ai pas encore abordé vraiment cette problématique, j'ai plein d'autres choses à faire que de parler de moi. Donc après il y a le sport santé, peut-être la pédagogie autour de tout ça. Voilà, dans mon métier, comme le sport est une passion pour moi, j'essaye aussi de véhiculer ça, et notamment auprès des élèves qui sont plus en difficulté scolaire mais à l'aise en sport. Voilà, c'est aussi une façon de valoriser une personne par un autre truc, et par le sport qui est quelque chose où il est doué, et ça je suis particulièrement attentif à ça, et
voilà, c'est quelque chose qui me marque aussi. Mais j'ai une conviction, moi, je pense qu'on peut pas être un bon sportif sans être foncièrement intelligent. Et on a tendance en France à opposer il est bon en sport, il est pas bon à l'école, mais quand tu regardes les profils de sportifs, tu vois, je sais pas, mais de Léon Marchand, qui a eu son bac avec S avec mention très bien, de tous les grands sportifs, je suis sûr que tu prends Kylian Mbappé, il est certainement plus intelligent que la moyenne des footballeurs. Et Federer dans le tennis, forcément le bon sportif, en tout cas quelqu'un qui est bon en sport, il a forcément cette qualité, ne serait-ce que d'apprendre de ses erreurs, de se corriger lui-même, qui est quoi qu'il arrive une forme d'intelligence. Donc je pense vraiment que quand on est doué au sport, on peut pas être bête, c'est pas possible. Oui, même s'ils n'ont pas forcément confiance eux, je pense que c'est une forme d'intelligence au moins corporelle, manuelle, physique, et aujourd'hui qui est pas du tout dans le cadre, enfin dans les cases scolaires, qui n'est pas valorisé du tout. Et du coup, c'est un problème plutôt sociétal que on oppose souvent les muscles et la tête, quoi. Mais c'est idiot parce que j'étais avec Fabien Olicard ou Cécile Coulon, qui est une autrice très célèbre, et les deux fonctionnent ensemble en fait. Et c'est généralement quand on a c'est l'esprit sain dans un corps sain, mais c'est réel, les deux fonctionnent vraiment de pair. Alors, on ne peut pas se quitter sans parler de la Saint-Élion. La Saint-Élion, c'est aussi, un peu comme toi, c'est une course atypique qui ne rentre pas forcément dans les cases, parce que c'est une course qui a été souvent un petit peu décriée par les trailers puristes, on va dire, un peu de l'ancienne génération, parce que trop de routes, parce que peut-être pas assez montagnarde, mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est la course de trail la plus populaire en France, voire même en Europe. Et quand on voit aussi la difficulté du parcours et là comment les athlètes vous avez fini, je pense que c'est comme il y a même pas débat pour moi que ce soit un trail, ne serait-ce que dans le dépassement de soi et dans où est-ce qu'il faut aller puiser. Comment t'expliques justement ce succès populaire et peut-être ce manque de reconnaissance encore du très haut niveau dans le circuit trail, ce qui est plus vraiment le cas aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est l'aide de noblesse, elle est allée les chercher là, la Saint-Élion depuis quelques années. Oui, cette Saint-Élion, elle est un peu différente des autres courses. Très populaire parce qu'elle relie en fait deux villes où il y a beaucoup de monde. Et puis aussi très populaire parce que ça rend le trail accessible au plus grand nombre. C'est pas un trail compliqué, c'est pas un trail alpin, il n'y a pas de passage escarpé. Grosso modo, on peut préparer ce trail où on veut en France, où qu'on habite en France, on pourrait préparer ce trail, puisque les difficultés du parcours ne sont pas extraordinaires. Presque partout en France, on peut trouver des montées qui font 100 mètres. Et il n'y a pas besoin d'avoir de montagne pour ça. C'est pour ça qu'elle est populaire, c'est pour ça qu'elle est belle, elle rend ce sport accessible à tout le monde. C'est souvent une porte d'entrée même sur le trail. Oui, aussi, voilà, c'est une porte d'entrée. On peut descendre de Paris en train, arriver à la Holteny-Garnier, prendre la navette pour Saint-Étienne, et ensuite le dimanche reprendre le train pour Paris quand on est arrivé à Lyon. C'est quelque chose qui est facile, quoi. Mais ce côté de démocratisation du trail, est-ce que c'est pas aussi ce qui était reproché par ces puristes du trail qui trouvaient finalement que ça, peut-être que des gens n'avaient pas forcément leur place, tu vois, c'était un peu leur état d'esprit. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a porté préjudice auprès d'une certaine forme d'établissement du trail? Après, le trail est à la mode aujourd'hui, donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas envie. Enfin, les personnes lambda ont le droit d'en faire comme tout le monde. Il n'y a pas un bon trailer et un mauvais trailer. Non, pas du tout. Parodier. Et puis aujourd'hui, il y a plus de vrais montagnards non plus. Des gens qui viennent de la montagne, qui font que de la montagne, qui font du trail. En tout cas, qui réussissent, c'est pas possible. Il faut avoir une grande polyvalence. Et puis aujourd'hui, les grands athlètes, ils sont polyvalents comme ça. Tu vois, un Jim Wamsley qui est un des meilleurs athlètes mondiaux. Tous les meilleurs en ce moment. Hein. Oui, j'aimerais bien voir ce qu'il donne sur une Saint-Élion. Il serait extraordinaire. Ouais. Il serait extraordinaire. Ça devient un peu la Western States française. Hein. Un peu moins long, un peu moins chaud. Mais oui. Dans la limite de la comparaison. Mais c'est vrai que c'est pas surprenant. D'ailleurs, même l'éco-trail de Paris, on voit qu'il y a quand même. Parce que les trailers cherchent aussi des parcours un peu plus roulants.
parce que voilà, les profils changent aujourd'hui et on se rend compte que dans les anglo-saxons, on voit même Katy Scheid chez les féminines, c'est des coureurs, ou Sylvain Cachard, pour prendre aussi pour exemple, qui n'hésitent pas non plus à faire les cross-country. Et d'ailleurs, voilà, est-ce qu'on va te voir sur les cross-country, parce que toi, tu n'hésites pas justement à participer au même titre qu'une Blandine Hirondelle, et c'est bien parce que ça montre aussi, moi qui viens aussi un peu du monde de l'athlé, des fois, alors c'est moins le cas, mais j'avais l'impression que les coureurs sur route étaient un peu à côté de la plaque sur le niveau de performance qu'il y avait sur trail, et quand on voit une Blandine Hirondelle qui vient de gagner, qui fait une 3e place au championnat de France de cross, il faut savoir que le championnat de France de cross, c'est l'un des plus respectés dans le monde de l'athlétisme. Ça veut dire que généralement les meilleurs Français font pas les championnats de France, ils font les Europes ou les mondes, mais par contre un titre de champion de France de cross ou un podium de champion de France de cross, ça a énormément de valeur. C'est quelque chose qui est extrêmement respecté, et quand on voit une Blandine Hirondelle avec qui s'impose, qui fait une 3e place, c'est vrai que les gens se disent, ou même Sylvain Cachard qui fait des top 10 ou ce genre de choses, c'est vrai que là on se dit waouh, c'est fou la polyvalence parce qu'aujourd'hui toi on te met sur un semi, on te met sur même un marathon, sur un 10 km, ou un Rémi Bonnet, vous êtes bon partout, alors qu'un Jimmy Gressier tu le mets sur trail, je suis pas sûr qu'il soit, tu vois, c'est un exemple, mais en tout cas cette polyvalence elle est hyper impressionnante quoi. Oui, c'est vrai que des fois on n'est pas forcément très bien perçu par le monde de l'athlétisme. C'est moins classique. le cas, c'est quand même moins le cas. C'est moins le cas, mais de plus en plus de personnes qui viennent de la route ou de la piste moins, mais de la route, se frottent à une discipline de trail de temps en temps ou à de la course en montagne et voient vraiment que c'est un sport différent, que c'est un sport compliqué et que c'est pas accessible à un pauvre montagnard qui garde ses chèvres, quoi. Je veux dire, c'est quand même un sport exigeant. Et puis voilà, dans le sens inverse, c'est plus facile pour un trailer d'aller faire des disciplines sur route ou sur piste. Tu vois, peut-être que tu connais Baptiste Fourmont, qui est un athlète aux portes de l'équipe de France en cross, en steeple. Et Baptiste, il a commencé sa carrière de coureur en course en montagne. Comme Nicolas Marie Daru. Oui, Nico, c'est qui a commencé aussi au même titre. Il a fait l'inverse. Il a commencé sur trail, il a fini sur... Nico, il travaillait à Grenoble. Moi, c'est un partenaire d'entraînement en trail. Un mec incroyable aussi. Voilà, et aujourd'hui, il s'est reconverti complètement. Et il n'empêche que... Ils s'entraînent avec Jimmy Gressier maintenant. Voilà, et il y a 7-8 ans de ça, on allait courir ensemble en montagne, quoi. Ouais. Et ça montre qu'en fait, après, Jimmy Gressier, s'il faisait un entraînement spécifique trail pendant 6 mois... je pense que ça mettrait quand même 4-5 ans à mon avis. Oui, parce qu'il y a l'histoire c'est l'histoire de blessures, je pense. C'est juste, il prend des risques. Il y a des prises de risques. Mais Hassan Chadi, voilà. D'ailleurs, Hassan, qui a du coup je sais pas si tu connais, mais je trouve qu'il a beaucoup d'humilité dans sa manière d'appréhender le trail, où il va vraiment avec parcimonie. Ça ne le dérange pas de faire des top 20 alors qu'il va aux Jeux Olympiques. Et il y va vraiment avec beaucoup de modestie. Et je pense que c'est quelqu'un du coup qui va aussi, mais bon, pas tout le monde, tu vois, il y a beaucoup de barrières à l'entrée quand même dans le trail running, et il y a quand même, c'est pas forcément les meilleurs sur route qui vont être les meilleurs sur trail, parce que les cartes sont un peu rabattues, mais de toute façon aujourd'hui, on le sait, le fond libère la vitesse, c'est ce que je dis souvent, tu sais, les coureurs, les athlètes sur piste qui font le plus de côtes, c'est les coureurs de 800 mètres. C'est eux qui font les plus de côtes. Un coureur de 800, ça fait plein de séances en côte toutes les semaines, quoi. Pour la puissance. Tu vois, donc ça prouve bien que c'est corrélé, quoi. C'est quand même ceux qui sont les plus rapides sur piste, c'est pas anodin s'ils font de la côte. C'est que ça prouve bien que le fond, la puissance, c'est extrêmement corrélé. Donc les mondes ne sont pas fermés. C'est ça que ce débat, il faut pas de vitesse sur trail, j'ai jamais vraiment compris, parce que physiologiquement, pour moi, il fait pas sens. Oui, tu vois, tu parles d'un athlète Hassan qui est quelqu'un de, je pense, assez modeste dans la façon dont il fait ça. Le trail, et puis sa pratique, tout simplement. Et j'ai eu la chance de le rencontrer en cross-country, puisque dès le premier tour, dès les départementaux, il est déjà là contre moi. Il m'a beaucoup impressionné. Il n'a pas trop joué des coudes avec toi, ça va sur cross? Non, mais en fait, il a en cross, moi je suis assez bon en cross, mais le problème c'est que j'ai pas cette pointe de vitesse qu'ont les meilleurs crossman qui courent pendant... je sais pas, on fait une petite dizaine de kilomètres entre 3.00 et 3.10, mais ce que sont capables de faire les meilleurs crossman, c'est de placer une accélération à 2.45, là où moi j'ai pas comme je bosse pas ça du tout, j'en suis incapable. Mais ça, du coup, mais il n'y aurait pas forcément d'intérêt. Actuellement, il n'y a aucun intérêt pour moi. Je sais pas, on n'ira jamais à 2.45 des fois en descente, mais c'est tellement pas la même motrice, enfin la même façon,
c'est pas la même motricité de courir très vite en descente et de courir très vite à plat. Et du coup, Hassan, il a. Après, je pense qu'il vient aussi. Je crois qu'il habite. Il était jeune à Cluse. Il est de Haute-Savoie, je crois. Exactement, il est de Haute-Savoie. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Il a dû beaucoup plus entendre parler de ces disciplines-là. Puis il vient souvent à l'UTMB, il vient voir. Et voilà, il a fait Sierzinal. Ouais, il a fait Sierzinal. Il vient même en tant que spectateur. À l'UTMB, ça fait 2 années de suite. Enfin, il vient, il prend la température. Mais ce qui est beau, c'est l'humilité de se dire je suis top niveau dans un sport. Et je vais essayer un truc différent. Et ça, il y a quand même pas mal de personnes qui le font ça en trail, des skieurs de fond, Absalon en VTT, tu vois, des personnes qui viennent au trail sur le tard, qui ont été top niveau dans leur sport et qui essayent qui se découvrent une nouvelle passion. Et je pense que ça demande une certaine humilité et vraiment de recommencer à zéro dans un endroit, alors que tu étais le meilleur quelque part. Je sais pas si j'en serais capable, par exemple. Non, c'est clair. Je suis très très admiratif. Et puis voilà, je pense que si tu viens en te disant c'est tout de suite transférable et il me faut 6 mois pour m'adapter. Il y en a qui ont essayé, mais c'était par naïveté, par bêtise même presque, j'ai envie de dire, parce que non, c'est quand même très spécifique. Alors, où est-ce qu'on va te voir prochainement ? Alors bien sûr, j'imagine qu'on te parle un peu de l'UTMB, tu dois l'avoir peut-être dans un coin de ta tête. Est-ce que tu as envie quand même de dépasser un peu ces 100 km ? Est-ce que toi, tu t'épanouis plutôt encore sur des formats 50, 100 km ? On t'a vu aussi sur le marathon du Mont Blanc sur un format 28 que tu as gagné, je crois même. Comment tu vois un peu la suite de ta carrière ? Tu parles aussi d'un marathon, je crois que tu voudrais faire aussi un petit marathon. Alors tu as dit 2h20, je pense que tu ferais un peu mieux quand même, à mon avis. Surtout avec les chaussures actuelles. Je pense que tu ferais un petit peu mieux que 2h20. Mais oui, ça fait maintenant 7-8 ans que je pratique la course à pied. J'ai aucun temps sur 10, sur 20, sur semi, sur marathon. C'est quand même un peu pitoyable. Hein. T'as quand même une référence sur 5 km, je crois, mais qui date un peu. Oui, c'était un 5000 universitaire. 15-44 quand même. Je crois. Oui, ça. Mais aujourd'hui. Mais t'avais commencé la course à pied 2 ans avant, quoi. Même pas. C'est impressionnant quand même. C'était l'association sportive de la fac et c'était un moment rigolo, mais je le remettais dans le contexte de j'avais vu quand tu avais commencé à courir et la vitesse à laquelle tu as progressé, quoi. C'est ça qui était oui. Puis surtout, en fait, c'était 15-44 sans entraînement. Hein. C'était un entraînement par semaine avec la coach sur piste à faire des 300 mètres. Arrête parce que c'est agaçant. Parce que moi, c'est un chrono que j'ai visé 15-45 sur 5000 et voilà, alors entendre ça, c'est agaçant. Mais j'ai eu un mal au mollet pendant 2 semaines après, parce que quand t'es pas prêt, quoi. J'avais jamais porté de pointe de ma vie. Il y a j'ai envie de faire d'autres choses en course à pied, un peu des choses nouvelles. Marathon, oui, bien entendu, il faudrait avoir une marque quand même, mais avoir une marque, c'est facile. Il suffit que je m'inscrive au marathon dans 2 semaines, je sais pas quel marathon, et j'en ai une marque. Non, avoir une marque propre, c'est-à-dire un cycle de travail de marathon, et puis de faire la meilleure performance possible de Thomas Cardin, et de dire, il vaut ça. Ouais. Et ça, pour moi, c'est important. Et ensuite, en trail, l'année prochaine, je vais rester sur des distances de 3 à 6 heures d'effort, 3 à 7 heures d'effort. Et il y a quand même quelque chose qui me fait rêver, c'est les championnats du monde. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont été champions du monde en trail. Enfin, du coup, on a l'impression que c'est facile. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont tous français et tout. Non, mais en fait, c'est qu'on a un très bon niveau en France. Oui, voilà, c'est dur. Et ça fait vraiment plusieurs années que je me casse les dents là-dessus. Et voilà, j'aimerais bien y arriver. J'espère que c'est l'année prochaine. Sinon, je vais continuer à bosser. Et puis, tu parlais du TMB. Alors, il se trouve que, je suis pas extrêmement en phase avec la façon dont se développe l'UTMB. Qu'est-ce qui t'énerve justement dans ce développement ? Qu'est-ce que tu ne cautionnes pas plutôt ? En fait, ce qui m'embête un petit peu, moi je suis très, très sensible à l'écologie, aux problèmes environnementaux. Et ce qui m'embête, c'est de créer un circuit mondial pour les amateurs. Tu vois, quand on fait je parlais de football, j'y connais rien en football, hein. Mais quand tu fais du football, tu as un club de fédération, un club qui a si tu as un club qui a un niveau départemental, tu vas te déplacer pour jouer contre d'autres clubs au sein de ton département. Quand tu as un club de niveau régional, tu vas te déplacer dans ta région pour jouer contre d'autres clubs. Et quand tu as un club de niveau national, tu vas te déplacer nationalement. Et quand tu as une équipe internationale ou un club de niveau international, tu te déplaces à l'étranger. Du coup, finalement, ceux qui se déplacent à l'étranger, ils se déplacent peut-être beaucoup, ils se déplacent peut-être chaque semaine,
mais ils sont qu'une vingtaine, quoi. Une vingtaine par-ci, par-là. C'est peu nombreux. Aujourd'hui, en trail, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire que on est sur un sport qui est grand public, c'est-à-dire les élites et les amateurs courent les mêmes courses. Mais pour moi, ce qui est problématique, c'est ce circuit UTMB. Il fait rêver tous les amateurs et il les met dans un système où finalement on est obligé de voyager. On te fait rêver de voyager jusqu'à l'autre bout du monde pour courir. Et malheureusement, déplacer tout le monde à Chamonix, en fait, c'est une aberration écologique pour moi. Et voilà, c'est ça qui me gêne le plus. Et là où d'autres circuits, tu vois, par exemple les Golden Trail Series, et finalement, oui, il y a un Golden Trail Series qui était au Japon, 2 aux États-Unis, 3 en Europe. Mais t'es pas obligé de les faire, ouais. Le grand public les fait pas. C'est seulement les 20 meilleurs athlètes mondiaux qui font les Golden Trail. Tu n'es même pas obligé de participer. Oui, tu dois faire 3 ou 4 manches. Voilà, ouais. Donc tu peux choisir. Et ça me choque pas que tel et tel athlète français ou européen aille faire leurs deux courses aux États-Unis. Ils sont que 2, quoi. Et c'est du sport de haut niveau. Quand tu fais du sport de haut niveau, tu dois forcément aller faire des courses de niveau international qui sont dans d'autres pays. C'est ton job. Oui, c'est le principe d'être international. Voilà, donc je suis un peu... J'ai rien particulièrement contre les personnes, rien particulièrement contre l'organisation. Je trouve juste que c'est pas ma vision, quoi. C'est pas ma vision des choses. Non, mais je partage ça parce que nous, avec Dans Tête d'un coureur, on est aussi invités dans les trails des Seychelles, de l'île Maurice... Ouais. Des trails de voyage à destination touristique, tu vois. Et d'ailleurs, nos auditeurs sont pas forcément des gens qui sont intéressés que par la performance, aussi de l'aventure humaine. Mais la question se pose de est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut promouvoir ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment encourager les gens d'aller faire du sport et tout c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Alors, j'ai aucun juge vraiment pour que. Mais moi, c'est pareil, j'en parle jamais, d'ailleurs. On n'y va pas, mais d'ailleurs, je pense que. Il faut aussi avoir le courage de refuser. Parce que quand on t'invite aux Seychelles, tu vois, tu as une famille. C'est aussi sympa de pouvoir emmener sa famille aux Seychelles. C'est pas quelque chose que je pourrais m'offrir là. Donc c'est aussi un coût. Donc moi, après, mais je fais pas c'est juste pour te dire que moi je comprends et que c'est pour ça aussi que les gens qui font les tours du monde, je juge pas, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de mettre en avant. Et il faut qu'il y ait une dimension sportive et intéressante. Et nous, on se limite à. Mais personne n'est parfait. Donc, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, Déjà, je porte pas de jugement sur les personnes qui participent à ça, parce que chacun il est bien libre de faire ce qu'il veut. Je suis juste pas en accord avec quelqu'un qui fait la promotion de ça et qui. Voilà, c'est tout. Et d'autre part, je suis absolument pas parfait non plus. Et je m'insurge un peu contre ce truc-là, mais je vais prendre l'avion aussi. Forcément, c'est mon job. Vous êtes internationaux de toute façon. Voilà. Et je suis pas parfait, quoi. Et on pourrait me critiquer sur mes déplacements, etc. Non, mais ça il faut arrêter. Voilà, non, du coup, ça, il faut arrêter parce que voilà, ça m'agace parce que il faut pas non plus devenir ermite. Je pense qu'aujourd'hui, le sport, c'est aussi cette capacité de rassembler. Et d'ailleurs, c'est le principe de l'olympisme, c'est de rassembler les nations, c'est de créer des liens. Il ne faut pas oublier les valeurs vraiment fondamentales de l'olympisme, de se rencontrer. C'est pour ça que moi, j'étais contre l'exclusion de la Russie pour les Jeux. Je pense vraiment que c'est fort qu'il y ait ces moments de communion et de partage. Donc, c'est important aussi d'échanger avec d'autres communautés, de partir. Et c'est ça aussi ce qui est beau dans le sport. C'est de ce côté où vous vous rassemblez, et on a la même passion. Et c'est mieux que vous affrontez sur un terrain que sur les gardes. Donc c'est sûr. C'est le principe même de l'olympisme. Et puis vous êtes des athlètes internationaux, donc par définition, vous devez, c'est votre métier. Donc ça, c'est le particulier. Voilà, c'est pas à vous. On a tendance un peu parce que vous êtes médiatique, les gens, ils ont beaucoup d'injonctions. On leur dit, donc ils ont tendance à projeter sur les personnes publiques tout ça. Donc à vouloir que vous soyez irréprochable, tu vois. Donc il y a ce petit défaut de chez certains. Mais non, vous n'avez pas à endosser cette responsabilité pour tout le monde. Donc ça, je tiens à souligner. Mais bon, voilà, un jour j'irai sur l'événement UTMB obligatoirement parce que c'est l'événement mondial du trail. C'est pas un championnat du monde, mais ça a toute la prestance et la visibilité médiatique. Et mon job, c'est aussi de représenter une marque. Et les marques cherchent de la visibilité sur l'UTMB. Donc contractuellement, c'est normal que je sois tenu d'y aller un jour ou l'autre. Et je ne suis pas choqué par ça. C'est un système. Non, mais c'est pas manichéen. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés. On n'est pas blanc, on n'est pas noir. On peut être gris.
Écoute, merci beaucoup. Ça a été Pas de vraiment un souci. plaisir de pouvoir discuter avec toi. Alors, je te retiens pas plus longtemps parce que ça y est, je pense que la fatigue commence à se faire ressentir. Et puis, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se retrouver dans d'autres contextes. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que nos auditeurs aussi. Et puis, continue à nous faire rêver parce que vraiment, c'est super d'avoir des profils comme toi qui rassemblent aussi toutes les communautés. Et nous, c'est ce qu'on veut aussi dans le podcast. C'est de voir des trailers un peu comme Blondine toucher un peu à tout, c'est génial. Merci pour l'invitation et puis au plaisir de reparler ensemble. À très vite. Je vous propose maintenant d'écouter un petit reportage. On est parti à la rencontre des trailers et traileuses amateurs pour savoir justement qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils venaient chercher dans cette Saint-Élion, cette course si particulière où les difficultés sont quand même nombreuses. On est également parti à la rencontre de Manu du site Wanna Run qui nous a parlé de la chaussure qu'on voit partout aujourd'hui sur les pieds des coureurs. Allez, on écoute le reportage tout de suite, c'est parti. Je me trouve actuellement face à la halle Tony Garnier dans le sud de Lyon. C'est ici où se passe le salon du running où les coureurs vont chercher leur dossard. Et justement, on va partir à la rencontre de celles et ceux qui vont courir la Saint-Élion pour savoir qu'est-ce qui les motive à participer à cette course qui est le trail le plus populaire de France. On va essayer de percer les secrets des motivations des coureurs. On se retrouve à l'intérieur. Alors je viens de croiser Germain. Germain, il nous vient de Normandie, autant dire qu'il traverse quasiment la France pour venir courir ici à la Saint-Élion. Germain, c'est la première fois que tu vas participer à la Saint-Élion. Qu'est-ce qui t'attire dans cette course ? J'aurais bien dit la boue et la neige, mais cette année apparemment il n'y en aura pas. Se retrouver un peu avec soi-même sur 80 bornes. Et puis on verra comment ça va se passer, voilà, le défi. Alors c'est vrai que les trailers, ce qu'ils aiment plutôt, c'est les paysages, c'est aussi la douceur d'un parcours, les encouragements. C'est vrai que la nuit, il y a un peu moins de monde, la beauté des paysages, on voit pas grand-chose. À quoi tu vas te rattacher, toi ? Je sais pas, aux copains qui font la course avec moi là. Il y en a un qui est derrière là, qui se cache, mais ouais, on verra ça. Et je sais pas, le mental, un peu de musique peut-être. On va être beaucoup à souffrir, je pense, donc on verra ça. Salut Alexia, d'où est-ce que tu viens ? Je viens de Normandie. Normandie, c'est la première fois que tu participes à la Saint-Élion ? Non, c'est la 3e fois. La 3e fois, mais qu'est-ce qui t'attire sur la Saint-Élion ? Il n'y a pas de course en Normandie, il n'y a pas d'ultra, pourquoi tu viens ici à Lyon pour faire la Saint-Élion ? La Saint-Élion, c'est mythique, c'est la course à faire. Selon la météo, c'est jamais la même course déjà. Et puis c'est l'aventure, c'est la montagne, voilà. Et puis cette année, je le fais avec mon conjoint. Alors, c'est vrai que c'est une course qui est mythique, mais c'est aussi une course de nuit. Souvent, il fait froid. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs parce qu'on est en pleine nuit. Les paysages, c'est pas Chamonix. Alors, foncièrement, toi, qu'est-ce qui t'attire dans cette course ? Est-ce que l'on va chercher au fond de soi ? Justement, c'est là où on se retrouve avec soi-même. Et on sait pourquoi on court et ce qu'on vient chercher. C'est là où on s'en rend compte. Alors, je suis avec Baptiste. Baptiste, toi, tu viens de l'Élande. La Saint-Élion, tu l'as déjà faite l'année dernière, mais pas en tant que coureur, en tant qu'assistant. Et là, cette année, ça t'a pas dégoûté ? T'as décidé de venir la courir ? C'est ça, on sait que c'est difficile, il y a toujours un temps assez froid, on va dire quand on voit l'année dernière il y avait la neige, là heureusement on l'aura pas, mais bon ça ne nous a pas repoussé et c'est sûr que là c'est une édition anniversaire donc c'est toujours intéressant à faire, oui. Alors il y a quand même 35% de route sur la Saint-Élion, c'est une course qui est quand même réputée assez rapide pour un trail, ça t'attire ou pas ? Alors, c'est pas juste la route, etc. qui m'attire, mais c'est vraiment cet esprit de courir de nuit. Il y a très peu de courses où on court uniquement de nuit. Alors je vois que tu es aussi jeune papa, tu as un petit garçon, une petite fille. Ça n'a pas été trop dur la prépa avec un nouveau-né à la maison ? Parce que là, elle doit avoir quoi 7-8 mois 9 mois ? Ouais, une petite fille de 9 mois et c'est sûr qu'en préparation, c'est toujours un peu compliqué. J'ai trouvé la solution, je cours avec la poussette, comme ça c'est plus simple. Ouais, et puis le manque de sommeil, tu connais maintenant. Ouais, c'est ça, là ça devrait aller. Salut Morgane, d'où est-ce que tu viens ? Alors du coup, je viens d'Antibes, à côté de Nice. Antibes, mais il fait chaud à Antibes. Qu'est-ce que tu viens courir à Lyon de nuit avec 1 degré, voire -1 sur la course ? Qu'est-ce qui t'attire ici ? Justement, c'est se challenger, se mettre dans des situations d'inconfort, puis repousser le corps un peu, quoi. Alors moi j'essaye de percer le secret de la Saint-Élion, j'essaye de savoir pourquoi cette course elle est autant populaire alors que généralement ce qu'on aime c'est l'aventure, c'est les beaux paysages, c'est ça qui nous attire sur trail. Toi, la Saint-Élion, comment tu expliques son succès ? Je pense que c'est une course atypique, on court de nuit, on n'a pas l'habitude, on se met dans des conditions extrêmes, le week-end le plus froid de l'année où
il fait quand même très très froid, on va être gelé tout le long de la course. Donc c'est rechercher une situation d'inconfort, voir jusqu'où le corps peut nous mener, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu redoutes justement sur la Saint-Élion? Est-ce que ça va être le froid, peut-être d'être un peu esselé parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de public pour soutenir les coureurs? Qu'est-ce que tu redoutes le plus sur cette course? Alors le froid, pas tant que ça, c'est plus le côté nuit. J'ai pas l'habitude de courir de nuit avec la frontale. Donc ça va surtout être nouveau. Après je pense que je vais toujours être dans un groupe de coureurs. Donc je vais pouvoir me fier un peu aux autres, suivre le mouvement. Et puis voilà, mais c'est plus la nuit que le froid qui me fait peur. Ça marche, merci beaucoup et puis bonne course. Alors, est-ce qu'on a réussi à percer les mystères de la Saint-Élion? Eh bien, j'ai l'impression que c'est surtout le dépassement de soi, d'être seul avec soi-même. C'est le défi, l'aventure humaine. Voilà ce qui attire les gens. Comme quoi, sur trail running, il n'y a pas besoin de grands paysages, de grandes montagnes pour se faire plaisir. Juste du dépassement de soi. Et ça, c'est une belle leçon. Je me trouve actuellement sur le stand ASICS et on va partir à la rencontre de Manu du site Wanna Run. Manu, salut, il y a une chaussure qu'on voit énormément ce week-end, c'est celle-ci. Ouais. La Saint-Élion, c'est 35% de parcelles de route, donc j'imagine qu'il faut une chaussure assez dynamique. Ouais, tout à fait Guillaume, c'est la Meta Fuji et effectivement elle va être très intéressante sur la Saint-Élion parce que comme tu l'as dit, beaucoup de routes et les chaussures de trail, c'est pas souvent évident qu'elles soient utiles sur la route parce que des fois elles sont peut-être un peu lourdes. Donc là, il faut trouver le bon compromis entre une chaussure de trail et une chaussure de route pour performer sur les 35% où on va pouvoir envoyer un peu. Alors cette chaussure, en fait, c'est une chaussure à plaque carbone avec les nouvelles mousses. Ouais. Plaque carbone, on sait que c'est les mousses qui font tout. Et ce qui me choque, c'est qu'on dirait quasiment une chaussure de route finalement. Et bah tu as entièrement raison puisqu'elle ressemble trait pour trait à sa grande sœur qui est la Metaspeed. Et on retrouve effectivement la plaque carbone et les deux types de mousses. Une qui va plutôt absorber les chocs et une qui va donner de la réactivité pour la relance. Et au niveau de la stabilité, parce que c'est un peu ce qu'on reproche aux chaussures avec ces super shoes, en fait, c'est le côté un peu moins stable. Là, vous avez un petit peu plus de stabilité, forcément, parce que dans le trail, on a plus de chances que le pied il parte sur les côtés. Donc là, il y a beaucoup plus de renfort sur la partie arrière. Et puis les mousses sont un peu moins molles quand même. Parlons un peu des sujets qui fâchent. Combien elle coûte cette chaussure? Elle coûte 250 €. Aïe 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 aïe. Ouais, voilà, mais bon, aïe 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 aïe. c'est le prix de la recherche, c'est le prix de la technologie. Là, effectivement, donc ça a été développé avec Andrew Simon qui a gagné la Saint-Élion en 2022. Bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît. Un ultra-trailer espagnol, plutôt Voilà. habitué des 100 km. Tout à fait. Très rapide d'ailleurs. Ouais. Et là, en fait, lui, il a fait des recherches avec ASICS en adaptant tout simplement une semelle de trail qu'il collait sur une chaussure de route. Et là, on voit très bien qu'il y a eu, on retrouve les crampons assez classiques. Là, c'est du 4,5. C'est à peu près ce qu'il faut dans la boue, parce que sur la Saint-Élion, il va y avoir de la boue. Et puis voilà, tu vois, ils ont optimisé en faisant une découpe sur 3 niveaux. Et là, on se retrouve avec une chaussure qui fait 260 grammes en 42. C'est plutôt pas mal. Ouais. C'est léger, efficace. Et c'est vrai que c'est marrant de voir que le monde de la course sur route et le monde du trail fusionnent de plus en plus, s'inspirent mutuellement les uns des autres. Et cette chaussure en est un bel exemple. Retour au studio, je vous propose maintenant d'accueillir une personnalité très connue des coureurs et coureuses avides d'aventure, puisqu'il s'agit de Claude Dartois. Salut Claude, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Salut Guillaume, écoute, ça va mieux maintenant que cette nuit, c'est cool. Alors, pour donner un petit peu de contexte, la Saint-Élion, c'est pas seulement une course de 82 km de Saint-Étienne à Lyon. Aujourd'hui, c'est aussi une multitude de courses. D'ailleurs, c'est même presque plus populaire aujourd'hui, ces petites courses qui sont autour de la Saint-Élion. Et notamment, toi, tu as participé à la Saint-Express. Mais la Saint-Express, elle a des express que non, parce que je crois quand même que il y a quand même un peu de kilomètres à faire. Oui, non, c'est vrai, elle fait 45 km, 1000 de dénivelé positif. Et pour le coup, je trouve que c'est bien qu'on décline quand même avec différents formats. Ça ouvre un peu plus l'éventail au plus grand large public. Donc, et puis, c'est quand tu n'as pas forcément envie de passer toute une nuit complète, que tu n'as pas envie forcément de faire de la grosse vitesse avec la sprint, tu as un entre-deux, c'est bien, c'est la Saint-Express. C'est un entre-deux, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course ? Qu'est-ce qui t'a attiré sur la Saint-Élion ? Parce que c'est
un peu le fil conducteur de l'émission. On essaye de savoir qu'est-ce qui plaît autant aux gens pour cette course, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est pas forcément la plus séduisante. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette Saint-Express ? C'est combien de kilomètres, combien de dénivelés, et qu'est-ce qui t'a attiré à y participer ? En fait, je suis revenu cette année parce que la première année de trail, la première fois que j'ai commencé le trail, c'était en 2018, et j'avais fait trois courses, dont la Saint-Élion en fin d'année. Et donc, c'est un peu revenir un peu au début de mon aventure, et je la considère justement comme une aventure, cette course, parce que voilà, elle est totalement atypique, elle est totalement différente des autres, de nuit, avec des conditions généralement qui ne sont pas super favorables. Donc il faut savoir s'adapter, et c'est ça que j'aime dans le trail, c'est pas forcément du début à la fin quelque chose que tu sais que tu vas maîtriser. Et la Saint-Express cette année, pourquoi ? Parce que j'avais déjà fait la grande. Et puis j'avais fin de saison, peut-être un peu de fatigue aussi, un manque de volume. Je voulais pas m'engager sur une nuit complète. Et je trouvais que le format 45, avec un dénivelé plutôt négatif, plus fort négativement qu'en montée, donc c'était pas mal, c'était un bon compromis. Et puis j'ai eu plaisir à reconnaître tout le parcours parce que je l'avais déjà fait la longue. Et comment ça s'est passé du coup ? Est-ce que tu avais un objectif en tête et est-ce que tu l'as réalisé ? Oui, on a toujours un objectif en tête. Te connaissant, je me doutais bien de la réponse. Hein. Je venais de passer 2 RP sur le semi, sur le 10, donc j'avais gardé un peu de vitesse. Je savais que j'allais manquer peut-être un peu de volume sur les kilomètres parcourus, mais j'avais bon espoir avec le parcours descendant que ça puisse jouer en ma faveur. Je visais moins de 4 heures, sachant que l'année dernière, le top 100 c'était 4 heures. Je visais un petit top 100, 4 heures, et finalement j'ai été un peu trop optimiste. Cette année, je fais 4h14 au final. Parce que voilà, manque de volume, et puis j'ai pris froid surtout, au kilomètre 17 sur le ventre. J'ai eu très mal au ventre pendant 20 bornes, jusqu'à temps que je puisse prendre ma petite soupe au ravito, et j'ai bien fini, mais voilà, bon après je suis très content quand même de mon temps parce que c'était pas gagné. Alors tu dis que tu as battu ton record sur 10 km et semi-marathon. Moi c'est vrai, et je me fais souvent disputer parce qu'on me dit mais Guillaume, tu demandes jamais les records des gens. Alors bon, moi j'aime pas réduire les gens au record, c'est un peu mal poli. C'est comme quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait dans la vie alors que vous le connaissez depuis 5 minutes. Tu vois, c'est un peu la même chose. Je te comprends. Mais comme je sais que je vais recevoir des tonnes de messages et que les gens vont aller fouiller de toute façon, parce que je sais que vous êtes des fouines et que vous aimez bien aller voir, en tout cas ceux qui s'intéressent à ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes records ? Ouais, c'est vrai que je m'entraîne pas souvent en vitesse. Moi, je touche un peu à toutes les courses, donc c'est difficile à chaque fois d'essayer de m'entraîner pour une spécificité. Le 10K, on sait que qu'il faut un entraînement spécifique, et c'est pas forcément ce que je fais le plus. Donc le semi, je m'étais entraîné pour le semi, je fais une 22, c'est la première fois vraiment où... Ouais, donc quand même un très beau chrono. Ouais, je pense qu'en plus de ça, j'ai encore un peu de marge, donc je suis content. Et derrière, j'ai fait le 10 km avec les acquis du semi, où je passe en 36-40. Ouais. Donc je sais aussi encore, ça me donne bon espoir de baisser un peu. Alors c'est vrai que les chronos, je suis pas vraiment attaché à ça, parce que maintenant je suis un peu plus vieux que jeune. Donc, mais ça montre aussi, bon t'es pas très vieux, mais ça montre aussi qu'on peut quand même être très performant après ces 30 ans, c'est quand même encourageant. Bien sûr, et c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'en fait on peut toujours progresser, même passer 40 ans avec un bon entraînement, et donc c'est plutôt sympa, voilà, je suis content. Et aujourd'hui tu te définis plutôt en tant que trailer, en tant que coureur sur route, en tant que coureur plutôt hybride, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui avec la nouvelle génération de coureurs? Ouais, alors t'as raison, je pense que je suis plus hybride, je touche un peu à toutes les courses. C'est vrai que j'ai une affection plus particulière pour le trail et ce qu'il peut représenter en termes d'aventure, de découverte de paysages et d'état d'esprit. Mais la route, ça reste quand même aussi appréciable parce que où que tu sois, tu peux découvrir une ville, tu peux quand même bouger, c'est sympa. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus cette maîtrise aussi, la préparation, les temps de passage, c'est quelque chose qui est un peu plus confortable. Alors, pour nos auditeurs et auditrices qui peut-être souhaitent elles aussi ou eux aussi faire la Saint-Express ou une course de la Saint-Élion, parce que de toute façon c'est l'ambiance, tu la retrouves sur tous les formats de course, quelle qualité toi tu leur conseilles de travailler? Parce que c'est vrai que le côté mental, il est extrêmement important. Parce qu'on ne peut pas se rattacher au paysage comme une course dans les Alpes. On ne peut pas forcément se rattacher. Il n'y a pas aussi autant de supporters parce que c'est une course de nuit, même s'il y a beaucoup d'ambiance quand même. Mais voilà, souvent il fait très très froid. Il peut même neiger. On peut avoir vraiment avoir les membres glacés. Toi, tu me disais. Donc, au niveau mental, voilà, les qualités, selon toi, qu'il faut travailler pour quand même s'épanouir et prendre du plaisir sur une course qui est quand même très très particulière. Réellement, je pense que cette course-là, il ne faut pas la faire comme premier test déjà. Si vous vous lancez sur un trail, choisissez un trail déjà de jour qui a l'équivalence peut-être en termes de dénivelé et de distance.
parce que c'est vrai que c'est une course qui n'est pas évidente, elle est de nuit, donc tu l'as dit, les repères c'est pas les mêmes, on est souvent seul, la frontale, il faut gérer le froid, c'est pas évident, et encore cette année on a eu des bonnes conditions comparé aux autres éditions, donc au final je pense que voilà, il faut quand même être aguerri mentalement avant de venir sur une course comme celle-ci. Toi, tu la trouves comme... Parce que c'est vrai que c'est une course souvent qui a été un peu boudée par les trailers pure souche, on va dire, qui la trouvaient peut-être trop roulante, pas assez montagnarde justement, pas assez trail. Mais finalement, et c'était aussi un peu l'avis que j'avais, tu vois, sans la connaître. Mais quand tu la connais, quand tu vois vraiment, tu te dis mais il n'y a même pas débat, c'est un vrai trail de par toutes ces difficultés-là. C'est un vrai trail de par toutes ces difficultés, tu l'as dit, mais moi j'apprécie aussi parce que tous ces trails avec ces formats un peu plus, j'ai envie de dire, vallonné ou moyenne montagne, après on peut aller sur aussi d'autres courses qui sont des intermédiaires avant d'aller en haute montagne, parce que c'est bien beau de vouloir faire des trails en haute montagne, mais quand tu prends 6000 de dénivelé sur 50 bornes ou 60 bornes, tout le monde n'est pas capable de le faire non plus comme ça, donc je pense qu'il y a des formats un peu plus roulants comme ces courses comme l'Asics Saint-Élion, qui peut permettre justement de prendre un peu en condition, de mettre un peu ses jambes en condition et de se renforcer avant de s'attaquer à des trails beaucoup plus hauts. Et toi, tu l'as préparé en combien de temps, cette Asics Saint-Élion, enfin Saint-Express? Est-ce que tu as eu un programme particulier? Est-ce que tu as vraiment adapté ta préparation ou tu as juste ajouté un peu de côte, un peu d'entraînement, peut-être nocturne? Comment tu as préparé tout ça? Eh bien, réellement, je ne l'ai pas préparé celle-ci parce que je te dis, je me suis... Au talent. Ouais, non, mais je suis venu parce que j'avais préparé le semi de Toulouse, donc beaucoup de plats vers chez moi avec des cadences de courses qui sont obligatoires pour pouvoir faire le résultat que tu veux. Et donc j'avais travaillé plus la vitesse, donc j'avais évité tout ce qui était côte justement pour pouvoir tenir les allures. Et après le 10K, donc après entre le semi de Toulouse et la Asics Saint-Élion, il ne s'est pas passé longtemps, donc j'ai pu vite faire rajouter un peu de dénivelé et en fractionné, mais je pense voilà, il m'a manqué un peu de spécifique pour cette course. Alors est-ce que tu vas revenir? Est-ce que c'est, alors que ce soit sur la Saint-Élion ou sur un autre format, est-ce que tu as quand même envie de venir un peu plus préparé justement, avec un peu plus de spécifique dans les pattes? Bah ouais, forcément, on a toujours envie de revenir sur une course en améliorant celle qu'on a faite précédemment, mais aujourd'hui là comme ça avec le froid, j'avoue, j'avais oublié un peu. Tu t'es demandé ce que tu foutais là quand même? Je me suis dit à un moment donné, heureusement que je suis pas sur la longue, il me reste plus longtemps, il faut que je m'accroche. Mais oui, j'aurais plaisir forcément à revenir. Et parce que dès qu'on passe tout ça, qu'on retourne à son confort, on garde les bons moments, les bons souvenirs, c'est comme tout. Alors quels sont un peu on va prendre un peu de nouvelles de ton actualité, savoir un peu quelles sont les prochaines, tes prochains défis, peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu pour celles et ceux qui te suivent et qui veulent en savoir un peu plus? Ouais, donc la fin d'année, ça y est, elle se termine pour moi. Je vais peut-être passer un peu plus au vélo là pour un peu soulager aussi tout. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de kilomètres à l'année, mais cette année j'ai un peu plus forcé que les années précédentes. Début d'année, j'irai peut-être sur une route, peut-être Barcelone, je verrai si ça peut correspondre. Et après, j'aurai le tour de l'ultra de l'île d'Oléron. C'est un 100 km que j'avais déjà fait l'année dernière, mais qui roule assez, donc ça permet aussi de garder toujours un peu de vitesse. Après, mon gros programme, ce sera l'UTMB l'année prochaine. Je croise vraiment les doigts pour pouvoir être UTMB la grande. Ouais, ça y est. Super, incroyable. Je me dis qu'à un moment donné, il va falloir tes Rolling Stone aussi. Je les ai pris sur le Saint-Jacques super. cette année, donc et puis je les avais depuis l'année dernière aussi. Donc il y a le tirage au sort maintenant. Et voilà, donc normalement, je croise les doigts si ça se passe bien et que je suis en forme et que ce sera une belle expérience. Incroyable. Qu'est-ce qui t'attire justement sur des courses aussi longues? Parce que là maintenant c'est de l'ultra, là on rentre dans une autre catégorie. Et c'est vrai que le Saint-Jacques c'est 135 pour 6000 déjà, j'avais trouvé ça long, mais en fait moi j'ai envie de faire celles qui sont mythiques aussi, dire que je l'ai faite au moins une fois, peu importe le résultat, là ce sera vraiment l'aventure, connaître aussi ce que c'est que passer 40 heures dehors, parce que j'ai jamais dépassé les 22 heures ou 21 heures, donc je pense que c'est à partir vraiment de 25-30 heures que le corps commence vraiment à passer dans une autre sphère là. Ouais, et puis j'imagine avec tout ce que tu as traversé finalement, tu dois te dire, bon voilà. Est-ce que d'ailleurs tu essayes de retrouver un peu ces sensations, ce dépassement de soi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu comme, je vais pas dire on est un petit peu accro à l'aventure, mais est-ce que c'est des sensations que tu essayes de retrouver? Alors je fais référence à tes aventures au sein de Koh-Lanta, bien sûr. Ouais, je pense que oui, on a tous envie de se challenger. Moi depuis ma première aventure en 2010, c'est là où vraiment j'ai eu l'envie de me remettre à la course à pied, et c'est à travers la course à pied que je retrouve, surtout à travers les longues distances, ce petit goût d'aventure où on se challenge vraiment. On a forcément des moments où on n'est pas bien, et là il faut s'accrocher, et c'est vrai que ça ressemble vraiment.
Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère qu'on te retrouvera du coup en septembre du côté de Chamonix. Moi, je vais suivre ta course et ta préparation, en tout cas avec beaucoup de gourmandise. On peut te suivre sur le réseau social sur lequel tu es vraiment le plus présent. Principalement Instagram. Instagram. Ouais. Bon, bah voilà, si vous êtes intéressé un peu pour suivre la prépa de Claude, Road to Chamonix, peut-être sur septembre prochain, bah, n'hésitez pas à le retrouver sur Instagram. Son compte, c'est Claude Dartois. C'est ça, exactement. Bah, merci beaucoup, Claude. Voilà, merci, c'était Guillaume. un vrai plaisir de te recevoir. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci aux équipes organisatrices de la ASICS Saint-Élion de nous avoir facilité le suivi de course, l'enregistrement de ce podcast. Et bien sûr, merci à Aaron, notre partenaire, d'avoir rendu cet épisode possible. Ça fait beaucoup de merci, mais c'est important. Moi, aussi j'en ai un autre. Vas-y, on y va là, c'est parti. J'ai envie de te remercier toi parce qu'à travers ton podcast, c'est vrai qu'il y a plein de courses qu'on découvre de l'intérieur où on peut se faire vraiment une véritable opinion de la course avant d'y aller et c'est vraiment plaisant. Donc merci pour ça, merci de nous faire découvrir plein de choses à travers ton podcast. Je remercie moi les équipes parce qu'on a Léo aujourd'hui qui est notre cadreur, qui a pris des images incroyables. On a bien sûr Alix, Lauriane, on a aussi Justine à Paris parce que c'est vraiment aussi eux. Bien sûr, je serais pas capable de faire ça tout seul. Donc merci la team alors. J'en profite pour remercier la team. Allez, on finit avec bienveillance et remerciements. Ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.